Bonjour, je m'appelle Anastasia Cassandra, je suis comédienne, mais aussi comédienne de doublage, professeure de théâtre et bien d'autres choses. Voici une interview qui n'était pas prévue. C'est en discutant avec Anastasia que nous en avons eu l'idée. Il faut dire que l'actualité nous a beaucoup inspiré. L'utilisation de l'intelligence artificielle, l'IA, dans l'industrie du doublage de voix est de plus en plus fréquente et c'est toute une filière professionnelle qui s'en trouve menacée. Mais vous allez entendre que le problème va bien au-delà de la défense d'un métier et que cela nous concerne toutes et tous au quotidien et que cela concerne même la planète et sa défense écologique. Ouais, écoutez, vous comprendrez. Anastasia apparaît sur mon écran, installée en mode cocooning à Nice, et moi installée en mode tout aussi cocooning à Paris. Je vous assure, parfois, il vaut mieux que ce ne soit pas filmé. Allez, vous allez entrer dans les coulisses du doublage de films, vous allez apprendre plein de choses grâce à Anastasia. Bonne écoute. Anastasia, bonjour. Bonjour. Je suis super heureuse de te recevoir au micro de l'entrée des coulisses parce que ça fait un petit moment que je regarde ton travail via Instagram, un petit moment que je te suis et même que des fois on s'envoie des petits mots, c'est arrivé. Ouais, c'est vrai, j'ai écouté aussi un peu ton émission. Je t'admire beaucoup d'avoir réussi à mettre en place un podcast sur les artistes. Je trouve ça vraiment très intéressant d'entendre les collègues. Merci. Alors, aujourd'hui, c'est toi qui es au micro, donc on va se pencher un peu sur toi. En préparant ton interview, j'ai repéré que tu as un parcours qui, pour moi, est très cohérent entre radio, théâtre, doublage. Il est éclectique, mais il est très cohérent, avec, pour moi, un élément fil rouge qui est quand même la voix. Est-ce que toi, tu es sensible à la voix, aux voix en général ? Quand j'étais petite, j'étais sensible, mais sans le savoir, parce que ma mère écoutait beaucoup la radio. Donc j'écoutais beaucoup du France Inter et ensuite j'ai beaucoup écouté Europe 1 quand j'étais adolescente. Mais moi j'adorais surtout, déjà j'avais un attrait pour tout ce qui était l'humain. Et en effet, quand tu es né, quand tu grandis avec la voix des radios, c'est sûr que ça te développe quelque chose, on va dire, de très intime. Fatalement, on est toute une génération à avoir grandi intimement sans s'en rendre compte avec plein de voix de comédiens, de certains œuvres au théâtre. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'en fait, quand on se rend compte que certains comédiens de théâtre qui travaillent à Paris et dont on n'a pas accès au travail, où on ne peut pas venir les voir parce qu'on est dans d'autres régions, au moins, on a cette magie de se dire, oui, je le connais depuis que je suis toute petite parce que ceci, cela, je l'ai entendu sur tel acteur, tout ça. Est-ce que dans tes souvenirs personnels ou professionnels, c'est toi qui décides ce que tu souhaites nous partager, est-ce qu'il y a une voix qui te reste au creux de l'oreille ? Et de quelle voix te souviens-tu et pourquoi ? C'est pas mal ça comme question. C'est super dur parce que ma première voix de radio, ça par contre je m'en souviens, c'était Laurent Ruquier parce que ma mère était une dingue de Laurent Ruquier. Donc lui, en termes de radio, c'était lui. Ensuite, je me demande quand même si la première voix vraiment qui m'a pas le plus marqué, c'était la voix de Mike Dara, parce qu'il y avait Le Petit Dinosaure, et c'est un super beau film que sûrement beaucoup de gens connaissent, qui avait été produit par Spielberg. Donc Spielberg, Jurassic Park, tout ça. On était dans la thématique dinosaure. Et elle avait une voix tellement incroyable, chaude. Donc il y aurait peut-être Mike Dara. Après la voix vraiment la plus intime, c'est celle de la voix de Tintin, parce que je me suis vraiment récemment rendu compte que je l'ai toujours entendue tout au long de ma vie, dès mes 6 ans. Quand j'étais chez ma grand-mère, même pas quelques kilomètres justement d'un studio dans lequel je travaille beaucoup, je l'ai entendu lors de ma préadolescence, lors de mon adolescence, je l'ai entendu jeune adulte. Mais en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que
je me rendais pas compte que c'était absolument la même voix en fait. Je reconnaissais sur l'acteur live la voix en disant c'est Jerry O'Donnell. Mais la voix de Tintin, je pouvais l'entendre sur des très anciennes œuvres. Il avait un timbre très spécifique avec certaines octaves très très hautes. Et ce qui est aussi dingue, c'est que je l'ai même entendu lors du 11 septembre. Ça fait un peu glauque, mais j'étais en train de jouer à un jeu dans lequel c'était un jeu Disney. Donc ça qui était dingue, c'est que je me dis mince, c'est incroyable quoi. Il y a plusieurs voix comme ça. Alors il y a lui, mais il y a encore d'autres. Il y a pas que lui sur Terre. Bien sûr. Mais c'est assez une des voix qui t'a marqué. C'est ça, et en fait c'est incroyable de se dire l'omniprésence de certaines personnes et ce qu'ils ont pu apporter. En parcourant les infos que j'ai trouvées te concernant, je vois que ton expérience en radio est assez marquante. Elle va de 2013 à 2023. Oui. Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience comme acquis, comme apprentissage, comme rencontre importante peut-être aussi? Les rencontres importantes, ça a été les interviews. Après, ça a été le fait d'avoir une grande culture de la région dans laquelle j'ai fait mes études et j'ai vécu. Mais vraiment, moi, ça a été ça m'a permis de voir l'importance qu'il y a d'être sur la région, la terre dans laquelle on vit. Là où on se trouve, il y a toujours de la richesse, il y a toujours des gens, il y a toujours du patrimoine, il y a toujours de la culture. Il y a, on va dire, les régions ont des codes, donc chacun a ses codes. Après, au niveau vraiment de la radio, j'ai pu entendre ma voix, savoir un petit peu comment fonctionnait à l'intérieur de moi ce coffre. Quand j'enregistrais, parce que je m'enregistrais moi-même, je faisais le montage, tout ça, de mes émissions. Et donc du coup, je savais pertinemment quand je faisais une phrase qu'elle n'était pas bonne. Donc je la recommençais. Après, j'ai une très grande aisance en montage audio comme en montage vidéo. Donc voilà. D'accord. Donc voilà, en tous les cas, ça m'a beaucoup permis de savoir comment je projetais ma voix. Voilà. Du coup, le doublage. Tu as prêté ta voix à des projets très très variés. Moi, j'ai noté Painkiller, Star Trek Lower Decks, Grey's Anatomy, plusieurs fois dans Grey's Anatomy. Le problème à trois corps aussi. Oui. Oh là là. Une série qui a eu beaucoup de succès. Ta voix, elle est quand même un petit peu partout. Oui. Ça c'est un peu le privilège quand on commence. On m'entend peut-être pas forcément, c'est très discret, mais ça me permet au moins d'apprendre mon métier. J'aime beaucoup quand je peux être dans ce qu'on appelle les ambiances, donc on est tous réunis et je rencontre des gens avec qui je me lie d'amitié. Je vois leur travail et ils sont tous charmants. Et ouais, moi j'aime beaucoup. Pour moi c'est un esprit de troupe où le directeur artistique ou la directrice artistique, c'est la metteur en scène. Et ça vraiment, c'est ce que j'aime en doublage. C'est très très dur parce que il faut être dans le moule de l'acteur VO, donc il peut y avoir cette frustration de ne pas jouer suivant ta partie. C'est à toi d'essayer de trouver, on va dire, ta singularité. Donc il faut avoir une grande maîtrise de la synchro. Mais quand tu arrives à ça, vraiment, t'es le champion du monde. Oui, j'aime beaucoup tout ce monde parce que ça me rappelle vraiment une troupe de théâtre. Et c'est en plus ce que je recherchais dans mon parcours de vie professionnelle, c'était de jouer plein de rôles différents. Et quand j'étais au théâtre, j'ai eu une grande tristesse de me rendre compte, de me dire j'aurais pas suffisamment d'une vie pour avoir toute l'expérience qu'il faut. Et là, le doublage me permet d'avoir des tout petits trucs. De rencontrer autant de personnes, de faire autant de personnages, d'apprendre mon métier, de rencontrer aussi quelqu'un, on va dire, qui a une figure de mentor, chose que je ne pensais plus possible. Vraiment, ça m'a donné beaucoup d'aspects positifs. Vraiment, ça a été vraiment très rafraîchissant. Et ça t'a nourri, j'ai l'impression. Ça m'a nourri, ça m'a mûri, ça m'a fait très peur parce que je me suis aussi rendu compte, je suis un petit peu rentrée dans un monde adulte parce que je me suis rendu compte de beaucoup de choses
Donc en fait, je suis sortie complètement en dehors de ma zone de confort, qui était déjà, on va dire, très challengeante. Ça fait vraiment des souvenirs extraordinaires et j'espère les continuer, quoi. Comment c'est arrivé? Comment tu en es arrivé à prêter ta voix sur des projets de cinéma ou de jeux vidéo? Comment tu en es arrivé à faire du doublage? Alors en fait, il y a eu, on va dire, plein de choses. Déjà, il y a eu le Covid. Oui, Ça a tout changé. oui, Ça m'a fait une forme de régression vers un moi adolescente qui était extrêmement forte. oui. Et, euh, et j'étais habituée donc à écouter beaucoup de films, des séries. J'aimais ça. Donc je voulais déjà à ce moment-là me dire tiens pourquoi pas être comédien, c'est vraiment génial de pouvoir vivre mille et une vies. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce boulot, pas le doublage parce que le doublage était tellement caché Oui. que même si je voyais on va dire des making of, les rares making of qu'il pouvait y avoir sur des cassettes ou DVD, bah en fait c'est trop secret. On ne Oui. voit pas. C'est que maintenant, depuis quelques années, où ça a explosé, où tout le monde dit comment il faut y aller, tout ça. Mhm. Mais moi, à l'époque, pour moi, c'était quelque chose où j'avais fait une croix dessus. Je vivais ma vie. Le Covid est arrivé. Donc beaucoup de remises en question sur ce que je pouvais faire, sur ma place aussi dans le métier. Et donc j'ai commencé à faire d'abord une formation au niveau du son, du home studio, Oui. parce que je rêvais de faire ça, je rêvais de comprendre comment le son fonctionnait. Et surtout, il y avait Monsieur Poivet qui était le parrain de cette formation. Je me dis, tiens, ça me dit quelque chose, Monsieur Poivet. Quand j'ai vu qui c'était, je fais, oh, mais je ne connais que lui, c'était la voix de Bruce Willis. D'accord. Et je me Ok. suis dit, waouh, mon Dieu, mais quel homme incroyable. Et oui, c'est aussi une voix de mon enfance parce que Ben oui. je l'ai entendue partout, en fait, Oui. Comme vraiment. nous tous, oui, on l'a tous entendu cette voix, on l'a tous dans les oreilles. Et je me suis dit, mais c'est génial, je vais voir cet homme. Et le sort a fait que j'ai jamais pu le rencontrer. Il est mort une semaine avant que je fasse ma formation. Aïe, aïe, Ça a été aïe, un ouais. immense choc et je me suis dit, bah c'est fini. Et non, j'ai rencontré quelqu'un d'autre que j'admire tout autant, qui est pas trop connu du grand public, mais qui est Damien Laquet, qui est un théâtreux, c'est un mec, un acteur pluridisciplinaire qui fait de la pub, qui fait de la voix, qui est la voix officielle des Lapins Crétins, un homme absolument adorable et très charmant. Et ça m'a donné envie et donc toutes ces interactions avec ce studio, ce studio a été vraiment, ils ont tous été adorables. Vraiment, j'avais eu une si belle expérience. Je m'étais promis de revenir, sauf que il y a eu d'autres choses qui ont joué, qui ont fait que je suis partie à Paris. Du coup, je voulais continuer, on va dire, l'expérience du doublage parce que il y avait le théâtre et la radio qui pouvaient mélanger. Moi, vraiment naïvement, je me suis dit, j'ai les compétences sur les deux, donc je ne peux que peut-être progresser dans ce domaine-là. Et surtout, alors, grande naïveté de ma part, je pensais qu'en fait, c'était un métier, comme c'était un métier de l'ombre qui n'était pas connu, je me suis dit, mais en fait, je vais être tranquille parce que je vais pouvoir être moi-même, naturelle, tout ça. Tout le monde s'en fiche du doublage. Dans ma tête, je me disais, c'est un métier de l'ombre et tout le monde veut la lumière, tout le monde s'en fiche. Waouh, non, pas du tout. Je m'étais pas rendu compte que ça avait explosé, que toute la nouvelle génération veut faire du doublage, notamment toute une génération dont je fais partie où on a entendu beaucoup d'animés. Et voilà, et au final, au fur et à mesure, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont été tout aussi gentilles. Et un jour, j'ai commencé à rencontrer les gens. En fait, j'y suis arrivée grâce au théâtre, parce que du coup, j'ai pu jouer. J'ai fait aussi des courts-métrages, donc je connais le jeu du cinéma. Puis, il y a eu la radio qui fait que quand je parle, je sais à peu près déjà comment ma voix va sortir. En fait, tu es venu au doublage grâce au confinement qui t'a Oui. fait te poser plein de questions. Tu t'es dit pourquoi pas moi? Il y a eu cette formation, ces contacts et paf, te voilà dans le monde du doublage. Pour nous, tu sais, le doublage, en fait, en tant que spectateur, c'est hyper mystérieux. Nous, on se cale devant l'écran et puis hop,
c'est en français. Il y a certains artistes qui ont même leur voix attitrée. Oui. Et en fait, pour nous, ça reste très, très mystérieux. Alors, je vais en profiter que tu es au micro de l'entrée des coulisses pour te poser des questions sur ces fameuses coulisses, justement, du doublage. Déjà, moi, je me pose une question, c'est combien de temps tu as, combien de temps tu peux prendre pour préparer un rôle que tu vas doubler? Alors ça, c'est ça qui est extrêmement compliqué dans le doublage et c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment les nerfs solides et que le théâtre, c'est la meilleure des choses. Je ne prépare rien. D'accord. Ça qui est terrible, c'est qu'en fait, tu es appelé par le directeur ou la directrice artistique. Et en fait, il faut savoir que le doublage est même mystérieux pour ceux qui en font. Parce que en fait, on est appelé sur un film, une série, et parfois on sait même pas ce que c'est. On sait même pas qu'on va doubler une série, un dessin animé. On sait rien du tout. Ah ouais? Fait, oui. Ah mais nous, enfin moi je pensais, tu vois, très naïvement, on te dit voilà, tu viens sur tel film, c'est un film qui parle de ça, ton rôle ce sera ça. C'est quand tu arrives. Quand tu arrives directement au studio, dès que la porte du studio se ferme, là ça y est, tu es dans dans le sein des saints. Et là, le directeur artistique t'explique ce que tu dois savoir. Et puis, tu analyses le personnage et tu écoutes une fois, deux fois, rarement trois. Et ça veut dire, est-ce que ça veut dire que tu découvres toi-même l'histoire au fil des dialogues, en fait? Oui, en fait, c'est rarissime. C'est un luxe qui se perd. De voir une première fois l'œuvre complète. Il y a quelques années, les aînés acteurs, très grands acteurs de doublage pourront mieux t'en parler que moi, mais voilà, il y en a qui ont pu voir carrément les films en avant-première, en version originale, et après, 2 semaines plus tard, ils étaient dans le studio et ils étaient en train de doubler, sauf que l'écran était quasiment intégralement noir, sauf la bouche de leur acteur. Et il y en a, ils étaient perturbés de dire « Qu'est-ce qui se passe ? Je sais plus !» Donc, c'est un truc de malade. C'est difficile de travailler dans ces conditions-là. Et donc, tu arrives au studio, on te dit « Ben voilà, tu vas doubler tel personnage ». On te donne donc quelques indications sur l'histoire, sur ce que c'est. Oui, pour comprendre au moins le contexte. Quand même, tu dois avoir des indications sur ton personnage. Est-ce qu'on te dit, ben voilà, c'est plutôt une femme plutôt timide? Est-ce qu'on te donne des indications pour placer ta voix, en fait? C'est très subtil. C'est vraiment très subtil. C'est presque même magique. Moi, je vais peut-être te répondre avec une expérience que j'ai eue qui a été très forte et très marquante. C'était un de mes essais. Je savais rien de la femme, je savais juste que c'était une femme qui était mature et qui était agente secret. Et je vois donc les aînés travailler, et après, c'est à notre tour de passer. La première personne passe, moi je pense que c'est bien, c'est pas ça. J'écoute un autre passer, non, je fais, oula, ok, à moi. Et moi je pense qu'on m'attendait pas du tout en plus, mais j'y croyais. Et quand j'ai vu c'est le genre de femme que je rêve de jouer, je l'observe. Donc j'observe la boucle, donc c'est une toute petite scène. J'ai observé la scène, j'ai vu comment elle était positionnée, comment elle jouait, elle chuchotait, elle disait des mots tendres, elle est comme ceci, elle est comme cela. C'est comme si on m'avait donné un texte de théâtre, tu vois. Et sauf que le texte, il était dans une langue étrangère. Et donc je lis genre des phrases étrangères, et juste après on me dit voilà, tu vas lire maintenant ce qui est en bas en français. Je fais très bien. Et j'avais tout analysé, et je me suis plongée dans ce genre de dans son rôle. Et en fait j'ai tout analysé. J'ai analysé ses yeux, j'ai analysé sa posture, tout ça, et je l'ai joué comme si c'était moi qui l'a joué. Et évidemment, je savais quasiment que je l'avais eu, parce que la radio, je savais que c'était bien sorti. Il y avait juste vers la fin où je me suis dit, je sais pas du tout si le chuchotement là, il était un petit peu trop fort. Mais honnêtement, déjà j'étais fière de moi. J'avais pas buté sur l'insynchro qui est le texte de doublage. C'est comme ça que ça s'appelle. Et là, par contre, grosse surprise, c'est là où le doublage est vraiment très magique. C'est que quand je me suis réécoutée, mon cerveau a explosé, parce qu'en fait, je m'étais tellement mis en elle, dans ses yeux, dans son corps,
que ma voix avait changé. J'ai entendu une voix que je ne connaissais pas. Et pourtant, j'ai fait une dizaine d'années de radio. Je connais comment est ma voix, tout ça, et c'est extraordinaire. Mais Damien Boisseau, qui est la voix de Matt Damon, en avait parlé, quoi. Il disait, j'arrive pas à faire la voix des acteurs si je les ai pas, parce que c'est pas moi en fait. C'est je rentre dans un corps, tout ça. Et je comprends. Il a raison. Donc je suis rentrée en elle, et il y a quelque chose qui est sorti. Puis c'était magique, parce que vraiment, en plus, chapeau à l'auteur qui avait écrit ce texte-là, parce que c'était nickel chrome au niveau de la synchro labiale. On avait l'impression qu'elle parlait français avec ma voix, mais qui était plus ma voix. Enfin, c'était un truc de dingue. Donc, on est resté 7 secondes en silence, et après... Ouais, belle expérience. Mais ça veut dire quand même que dans ce métier de doublage, il faut être capable de capter tout de suite un personnage, comme tu disais, comment la personne bouge, comment elle regarde. Une question que je me pose, est-ce que vous entendez les dialogues originaux? Heureusement. Oh là là, hein, c'est heureusement. On est, alors, il peut y avoir certains, mais ça c'est vraiment les maîtres. Hein. Là, c'est vraiment les maîtres. Les maîtres, à une certaine époque, connaissaient tellement certains personnages, notamment en dessin animé, qu'ils étaient capables de faire ce qu'on appelle en fusil, c'est-à-dire que ils essaient de faire la scène comme ça, avec l'énergie du personnage, avec la synchro qui défile, tout ça, sans écouter même la VO. Et d'une certaine manière, c'est logique, parce que quand on connaît bien un personnage, quand on sait, on va dire, jouer des situations, il est totalement logique qu'il y ait une certaine manière de parler, certaines intonations qui sont naturelles et qui sont pertinentes. Voilà. Sauf s'il y a une composition d'un acteur, mais qu'on ne connaît pas. Dans ce cas-là, oui, il faut vraiment écouter son jeu. Et c'était surtout à une époque où c'était pas du tout la même exigence de coller à la VO comme maintenant. Mais maintenant, il y a une autre façon de travailler qui fait que voilà quoi, c'est une façon, on va dire, c'est un exercice. Mais je pense pas que beaucoup de comédiens s'amusent, enfin des comédiens, DA, ingé son, toute une équipe s'amuse à faire ça. Alors pour qu'on comprenne bien, pour que pour nous ce soit un peu plus concret, donc tu entres dans le studio, tu as donc des indications, et après comment ça se passe? C'est-à-dire que pendant une première séquence, tu vois ta première séquence avec la voix donc originale de l'actrice que tu as doublée. Oui. Ensuite, c'est à toi d'y aller, et tu as le droit de le faire. T'as droit à plusieurs répétitions ou pas? Alors non, c'est en ça que c'est compliqué le doublage. C'est genre tu arrives, tu dois être prêt. Généralement, moi j'arrive, j'observe. Quand je peux regarder une deuxième fois, c'est vraiment bien, parce que j'ai toujours la peur, on va dire, de buter sur la synchro. Maintenant, je m'en fiche. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas ça le plus important. Le plus important, c'était vraiment de comprendre le jeu et de bien jouer au final. Donc maintenant, je mets tout sur mon jeu d'actrice. Et ouais, mais généralement, j'arrive, je regarde une première fois, une deuxième parce que suivant le DA, enfin le directeur artistique. Et après, je me lance en fait. C'est compliqué parce que faut tout retenir. Faut retenir tout ce que la personne dit. Faut retenir sa façon de jouer. À quel moment ça change. Et en fait, c'est un entraînement. C'est comme conduire en fait. C'est vraiment le même entraînement. Donc il faut toujours être au taquet. Et suivant la personne, tu peux certes répéter. Il faut pas trop répéter quand même. Voilà. Faut quand même être efficace, parce que tout est timé. Il y a d'autres personnes qui vont travailler derrière, et il faut pas terminer à 20h, 23h ou minuit, 1h du matin, quoi. Mais du coup, au niveau des émotions du personnage, il faut que tu la captes très très vite. Est-ce que c'est un peu comme au théâtre où on a le temps de s'installer dans son personnage et donc de vivre et de ressentir pleinement les émotions du personnage? Là, j'ai l'impression que tu n'as pas le temps. Donc, comment ces émotions, tu les sors, tu les retransmets? Alors on fait beaucoup appel à la boîte à outils, et tu mets à max ta sensibilité, ton expérience, ton écoute, et toute expérience théâtrale ou comme celle de la vie est bonne à prendre. Donc oui, dernièrement, par exemple, j'ai eu un petit rôle sur Grey's Anatomy, et c'était une maman.
Et l'actrice était superbe. Moi, je la trouvais déjà super belle quand je l'ai vue. Et au niveau du jeu, elle était très en douceur, une voix très très douce. Et j'ai fait c'est le genre de personne que j'adore faire. Donc c'était une maman. Je suis pas encore maman moi. Et alors comment je fais? Je repense à ma maman. J'essaie aussi de penser à mes élèves parce que l'air de rien, quand mes élèves ils sont avec moi, je suis comme leur petite maman, tout ça. Ouais, donc vous avez plein de petites boîtes à outils comme ça dans lesquelles tu vas pouvoir piocher. C'est de la technique complètement, presque, hein. complètement. Ouais. Donc il y a une maîtrise à avoir dans le doublage, une façon de parler suivant l'œuvre. Une œuvre contemporaine n'est pas la même chose qu'une œuvre historique. Et c'est ça, quoi. En fait, est-ce que tu fais toutes tes parties la même journée ou est-ce que tu reviens suivant les besoins Généralement, je fais tout dans la même journée. Et ceux qui ont, on va dire, des très gros rôles reviennent eux. Mais voilà, ça, je suis pas encore à ce niveau-là. Et après, toi, tu découvres comme nous sur l'écran, c'est ça? Tu ne vois pas l'œuvre avant. Oui. Ah non. Comme nous. Non. Après, vraiment, moi, à chaque fois, quasi à chaque fois, je me marre. Je me marre parce que je suis dans une suranalyse. Du coup, j'ai des scènes qui sont hors contexte. Première fois que j'ai vraiment éclaté de rire, c'était sur une série qui s'appelle Justified et je faisais une petite serveuse et je devais dire un mot épouvantable qui était le Southern Comfort Steak. Oh la vache. Ah oui. C'était effroyable, mais c'est surtout que j'étais morte de rire parce que la personne auquel je faisais face, c'était du coup l'acteur à l'image, c'était Boyd Holbrook, que j'adore, qui jouait dans Narcos. J'entends ma petite, le mec il faisait un tueur. Une espèce de tueur, pas vraiment, mais un espèce de gros voyou, mais le gros voyou en genre qui a tellement confiance en lui, le monde tourne autour de lui et qui dit c'est quoi cette viande? C'est le Southern Comfort Steak. Oui, et la cuisson c'était comment? Saignant, ouais, mais non, là c'est pas saignant, donc vous allez revenir avec une viande et si je n'entends pas beugler quand je plante la fourchette, c'est pas possible. Et j'étais morte de rire. Ça, franchement, des petits trucs comme ça, c'est un énorme plaisir et ça me fait rire, quoi. Des séquences comme ça, c'est formidable à découvrir, quoi. On va parler d'une question un peu épineuse, j'allais dire, mais en tout cas carrément d'actualité, c'est l'intelligence artificielle et le doublage. Pour donner quelques points de contexte, la plateforme de cinéma Prime Video vient d'annoncer que désormais des films et des séries seraient doublés uniquement grâce à l'intelligence artificielle, sans aucun enregistrement de voix humaine. Il faut savoir qu'en France, le doublage de films et de séries par l'intelligence artificielle menace près de 15 000 emplois, dont des artistes-interprètes, des ingénieurs du son, des directeurs artistiques, des traducteurs. 85% des films étrangers vus en salle en France en 2024 l'ont été dans une version doublée en français. Et on constate aussi des vols de voix, dans des recréations même de voix de personnes décédées. Pour rappel, tout ce qui s'est passé autour de la voix de Alain Dorval, qui est décédé donc en février 2024, je crois, ou 2025, qui est décédé. 24, qui est décédé et qui doublait la voix de Sylvester Stallone, qui a été recréée complètement par l'IA. Donc, Anastasia, toi, je connais un peu ta réponse, mais je te pose quand même la question. Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle peut réellement capturer les nuances émotionnelles, toute l'authenticité qu'un artiste humain apporte à un rôle dans le doublage? L'intelligence artificielle est, on va dire, une révolution, mais qui n'est pas une révolution industrielle comme l'humanité a connu. C'est pas un téléphone portable, c'est pas un ordinateur, c'est pas des nouveaux micros, c'est l'équivalent d'une nouvelle bombe nucléaire. T'as plusieurs intelligences artificielles, donc celle qui est liée à mon métier,
c'est déjà l'intelligence artificielle qui copie les voix. Donc c'est de l'enregistrement numérique avec la voix qui est reprise avec une association de logiciels de texte. Il faut voir, on va dire, ces nouvelles IA algorithmiques comme des cerveaux numériques, des logiciels où on programme dedans des tâches. Et donc actuellement là, il y a des entreprises comme Even Labs. Comment ces gens-là peuvent faire des métiers de doublage et dire que la voix ressuscitée de Dorval était bien, c'était scandaleux, c'était horrible, ça ressemblait à une mauvaise imitation de la voix d'Alain Dorval des Guignols, mais mal faite. Enfin, c'était un truc épouvantable. Donc, actuellement, Even Labs souhaiterait remplacer les comédiens. Pourquoi ? Parce que ça coûte cher un comédien quand même, ça a besoin de manger, le salaire, alors que si on pouvait le remplacer, ce serait tellement bien. Économie, quoi. C'est ça, c'est qu'en fait, on est rentré dans une économie qui devient invraisemblable où il faut, on doit apprendre notre métier, savoir enregistrer vite. On n'a pas le temps, donc il faut faire vite. Donc là, actuellement, l'IA ne peut pas reproduire des émotions. C'est très très faux parce qu'il faut quand même se rendre compte que une IA c'est un cerveau numérique, mais c'est pas un cerveau humain. Je veux dire, elle comprend pas, la machine ne comprend pas les données qu'elle prend. Elle a une suite logique, mais elle a pas pour l'instant, elle n'a pas une interface visuelle, elle n'a pas une interface tactile, elle n'a pas une interface audio. Jusqu'au moment où peut-être des scientifiques le feront. Et actuellement, c'est ça le problème, c'est que pour l'instant, je te dis que non, l'IA ne peut pas la capter, mais les façons de développer les nouvelles intelligences artificielles se développent sans déontologie. Mais déjà, de 1, ces voix-là ne viennent pas de nulle part. Elle a été déjà construite par des milliers ou voire des millions de données vocales provenant d'actrices. Donc elle essaie de saisir la suite logique des mots, mais elle ne comprend peut-être pas. Mais je veux dire, tout ça a un coût. C'est nos données. En fait, c'est nous-mêmes qui devons nourrir cette machine. C'est tout comme avec ChatGPT, avec n'importe quel logiciel IA. Il y a d'abord le fait que les humains la nourrissent. C'est pas magique. Et c'est ça. Oui, c'est de la production humaine, de la création humaine qui est passée ensuite à la moulinette. C'est ça. De cette intelligence artificielle. Est-ce que vous, dans le métier, vous en parlez entre vous de cette dévaluation de votre travail, de cette menace? Beaucoup, c'est omniprésent, ça fait très peur. C'est certaines personnes qui sont proches de la retraite, qui vont même partir avant. Enfin, c'est un petit peu la panique, la catastrophe. Nous, les jeunes, on ne sait pas trop quoi faire. Moi, de toute façon, ma position est claire, je me battrai. Hein. Est-ce qu'il y a une organisation, un groupe, un syndicat, j'allais dire, qui pourrait vous rassembler, vous réunir et qui porte votre voix, c'est le cas de le dire, auprès de, je sais pas, du ministère, du gouvernement, est-ce qu'il y a une action qui est en cours? Alors, l'action qui est en cours et la principale, c'est Touche pas ma VF. Les grands du doublage, comme Brigitte Lecordier, Pascal Chemin, sont derrière. Plein de noms qui sont peut-être pas forcément connus, mais quand on les entend, c'est des personnes qui nous ont accompagnés aussi tout au long de notre vie, ont tiré la sonnette d'alarme. Et la vidéo a été vue près d'1 million de fois sur Twitter, l'air de rien. Tout le temps sur Instagram, ça a été partagé. Il y a un mouvement international, United Voice Artists. Il y a les Allemands et les Italiens aussi qui ont fait leur mouvement Touche pas leur langue.
D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les politiciens ne reprennent pas le sujet parce que ils sont si attachés à notre langue française. Moi, je les entends pas beaucoup. C'est Mais incroyable. parce que la culture en général ne les intéresse pas vraiment, Anastasia. C'est ce qu'on m'a dit, voilà, c'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. Et je me dis, mais quand même. On peut le dire, hein, on peut balancer, hein. Et après, il y a aussi tout ce qui est les syndicats. Alors ça, je le crie haut et fort. Syndiquez-vous. Il y a le SFA, il y a la CGT Spectacle. Il y a plein de choses qui sont en plus mises en œuvre pour renforcer le statut d'artiste-auteur. Oui, dans les rétributions, mais vraiment, il y a des choses à faire. Et plus vous serez nombreux à vous syndiquer, et je vous demande même pas d'aller manifester. Si déjà vous syndiquez, ça aide en fait le syndicat dans le fait d'appeler des avocats parce qu'ils peuvent aider sur certains sujets, dont tout ce qui est, on va dire, le copyright, les données biométriques. Et c'est ça le problème. Actuellement, notre gouvernement, il est dans une logique de tout à l'IA. C'est vraiment une course à l'armement de l'IA. Et comme je te dis, Excuse-moi de te couper la parole. Est-ce que ça fait partie d'une de vos revendications, c'est-à-dire la reconnaissance des droits? Oui. Au fait, on voudrait que la voix soit protégée. C'est une donnée biométrique, c'est notre identité. On ne veut pas la céder à des entreprises qui veulent l'exploiter ad vitam aeternam. On veut que ce soit un outil et pas un modèle de remplacement. Et surtout, il faut absolument légiférer. Pourquoi ? Parce que c'est protéger le droit de tout le monde, en fait. C'est au-delà de nos métiers. Oui, voilà, c'est ça. Ça dépasse, en fait, votre bataille professionnelle, mais c'est aussi mettre en lumière que les dérives de l'IA vont concerner tout le monde et qu'il y a donc nécessité absolue de légiférer. Il faut protéger nos voix, il faut protéger nos visages. Et là, actuellement, la tendance est à la sécurité. Il y a vraiment des thématiques vraiment qui font très très peur avec tout ce qui est vidéo surveillance, tout ça, et surveillance de la population. Et le souci, c'est que pour l'instant, le juridique ne va pas aussi vite que des entreprises, des startups qui veulent mettre ça sur place. Donc en fait, il y a déjà du dégât qui est fait en tant que citoyen. Donc paradoxalement, ça m'a fait même relativiser en disant que oui, c'est mon métier, mais on pourra toujours avoir des acteurs sur les planches. Mais qu'est-ce qu'il en sera si tout un Internet est surveillé, numérisé? Ça me fait très très peur, surtout voilà de me dire que il y a, on va dire, pas du tout de contrôle de la part de chercheurs, de scientifiques qui développent des IA qui peuvent devenir incontrôlables. Oui, c'est vraiment au-delà du doublage. D'après toi, est-ce qu'on peut envisager un futur où les acteurs, actrices de doublage et les technologies d'intelligence artificielle pourraient collaborer plutôt que de se concurrencer? Mais bien sûr, en fait, il faudrait avoir déjà des normes pour savoir comment exploiter des voix du vivant des personnes. Pour ce qui est des acteurs vivants, s'il y a des corrections qui sont faites parce que on a le nez bouché, parce que peut-être on a une intonation qui est fermée alors qu'elle soit ouverte, et que ça permet, on va dire, d'embellir un travail au niveau d'un montage, vraiment de corriger toutes les petites choses, mais de garder, on va dire, la pureté humaine. Mais moi, oui, moi je dis oui, c'est hyper intéressant. Voilà. Oui, que ça devienne un outil, en fait, bien sûr, un remplacement. Ça, là, ce serait une voie possible. Ce serait une solution qui serait totalement logique, sauf que le problème, et j'en reviens, ce n'est pas développé avec les normes européennes. C'est un Far West numérique, donc là, ce n'est que du vol actuellement. C'est
un vol massif de données vocales, de données de texte, de données d'images qui ont été faites en dégageant le copyright et qui est utilisé par le grand nombre qui ne se rend pas compte que c'est nocif parce qu'ils ne se rendent pas compte de la pollution terrible que ça engendre. Et là où ça devient vital, on est en train de tout accélérer. C'est un truc incroyable et insensé. On ne se rend pas compte aussi que ça fait du mal au niveau du copyright, comment rémunérer toutes les œuvres qui ont été pompées. Au niveau de l'éthique, c'est un problème. Donc, vous en parlez entre vous dans le métier de cette menace, de cette évolution qui est là. Vous vous mobilisez. La question que je me pose, c'est que nous, en tant que spectateurs quand même bien heureux de bénéficier de ces doublages en français, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Est-ce qu'on peut agir à notre niveau ? Là où vous pouvez agir, vous public, et là où vous pouvez agir, c'est de boycotter quand il y aura des œuvres déjà qui seront en IA. Il faut les boycotter. Et s'ils voient que le public ne se manifeste pas et continue de regarder des œuvres qui sont avec de l'IA, eh bien, ils vont continuer. Ensuite, vous pouvez signer la pétition Touche pas ma VF. Vraiment, ça aiderait, la partager, vos proches, enfin tout le monde, quoi. On a besoin de tout le monde. Elle sera d'ailleurs dans la description de l'épisode, directement cliquable. Merci. Et dans les mois à venir, si on pouvait tous se réunir pour faire entendre à notre gouvernement qu'il faut à tout prix avoir une autre politique de l'IA. Je dis pas être contre l'IA, mais avoir une autre politique d'expertise de comment développer l'IA. Il faut savoir qu'un data center, Macron veut en construire 35. Un data center, ça coûte en eau. On va pas faire marcher ce genre de choses qui vont absolument absorber nos lacs, nos rivières, nos nappes phréatiques. C'est du suicide écologique de faire ça. Il ne faut pas. Il faut trouver un moyen de rentrer en harmonie avec nos technologies, de continuer de bien vivre, de continuer de trouver des méthodes pour conserver notre patrimoine numérique. Je parle des jeux vidéo, des DVD, de tout ce qui est audio, et d'essayer de trouver même une autre façon, d'autres matériaux qui ne prennent pas des matériaux rares. C'est très intéressant de replacer tout ça dans un contexte plus général. C'est vrai que ça concerne un métier, une pratique artistique, mais en fait, tel que tu nous l'as évoqué, et moi, je t'avoue, je ne me rendais pas forcément compte, c'est que c'est un contexte beaucoup plus général. C'est que oui, c'est l'IA dans le doublage, mais en même temps, ça veut dire que ça touche aussi les nouvelles technologies, ça touche aussi donc du coup l'écologie, puisque tout est interactif, hein, tout a une conséquence. Voilà, donc moi je trouve ça super intéressant. En fait, moi je trouve vraiment, c'est pour faire la conclusion, je trouve que notre gouvernement là actuellement, il est en train d'ôter tout ce qui est les subventions, tout ce qui est les aides, tout ce qui est la culture, et en fait qu'est-ce qui va rester? Il va rester tout ce qui est vivant, et il va rester tout ce qui est pour moi les livres et tout ce qui est le matériel. Et en fait, c'est ça que comprend pas les gouvernants, c'est que il faut remettre de la place sur ce qui est physique et concret. Il faut vraiment que le numérique, oui, mais d'une autre façon. Voilà, ce sera tout. Je t'en vais. Non, mais c'est une belle conclusion. Mais avant de nous quitter complètement, il y a dans les épisodes de l'entrée des coulisses la petite séquence questions du tac au tac. En fait, c'est des questions un petit peu plus légères, on va dire. Je vais t'en poser 3. L'idée, c'est que tu répondes avec des réponses courtes. C'est un défi pour toi, je vois bien, mais tu vas y arriver. Ah oui. Question du tac au tac. La première, si tu devais choisir un super pouvoir, lequel choisirais-tu ? La télétransportation. Ah oui, je suis tellement d'accord. Quelle est la dernière chose qui t'a fait rire aux éclats, qui t'a vraiment fait marrer ? Mon père qui me fait du pop quiz en pleine exposition de galerie d'art pour que j'arrive à reconnaître du Gombas et du Buffet. Ok. Est-ce que tu as un rituel qui t'aide à bien commencer ta journée ?
J'écoute des interviews. Ok, on commence sa J'aime journée ça. comme on veut. Ouais, malheureusement, je regarde parfois beaucoup trop les réseaux sociaux. Je veux toujours m'informer pour le plus grand des mal. Mais en vrai, ce qui fait du bien parfois et qui me redonne le peps, même de l'énergie, c'est les gens. C'est d'interviewer les gens. C'est pour ça que moi, les podcasts, j'adore. C'est toujours très enrichissant. Anastasia, tu es comédienne aussi. Oui. Et au moment où on enregistre cet épisode, tu as également une actualité théâtrale avec le dîner de cons et le prénom que tu joues. Alors, pas à Paris. Non, je joue à Nice. Voilà. Et je joue aussi Comme s'il en pleuvait de Sébastien Thierry. Eh ben, écoute, Anastasia, nous voilà à la fin de notre conversation. Merci beaucoup d'avoir accordé ton temps, de nous avoir expliqué toutes ces coulisses qu'on n'imaginait pas. Enfin, moi, je ne les imaginais pas. Tu es très surprise, là. Je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent découvrent pas mal de choses aussi. Vous l'avez compris, mobilisez-vous, mobilisons-nous pour défendre ces artistes, mais aussi pour défendre notre vie au quotidien, tout simplement. Voilà, merci Anastasia, à bientôt. Des bisous, bisous tout le monde. Et voilà, j'espère que le monde du doublage paraît moins mystérieux maintenant grâce à cette conversation avec Anastasia et que nous avons pu éveiller à notre petit niveau, éveiller les consciences. Il reste une mission à accomplir pour vous toutes et tous, signez la pétition. Le lien est dans la description de l'épisode. Et sinon, pour continuer de convaincre les artistes de venir à ce micro, likez, partagez, commenter, c'est toujours très efficace et ça ne demande qu'un petit clic. Merci d'avance. Et voilà, on va refermer les coulisses. À bientôt.